Le ciel gris au-dessus de la Tamise semblait lourd, comme un toit en plomb. Un matin de juillet de l'année 1593, une galère aux voiles noirs glissait lentement sur les eaux troubles, se dirigeant vers Greenwich. À la proue du navire se tenait une femme dans une robe simple, mais de bonne facture. Le tissu avait décoloré à cause du sel et du vent. Les bords étaient usés par des mois de traversée maritime. Elle avait 63 ans, et chaque ride de son visage avait été marquée par les tempêtes de l'Atlantique et les batailles au large des côtes irlandaises. Grace O'Malley, que les Irlandais appelaient Gragne ni Maillet, ou tout simplement Gragne Mahol, Grace la Chauve, se rendait à la rencontre de la reine d'Angleterre. Non pas en tant que sujette, mais en tant qu'égale. Autour d'elle s'affairaient des marins, bronzés, aux mains calleuses, parlant le dialecte gaélique du Connacht occidental. Ils jetaient des regards inquiets vers les côtes anglaises, vers les tours de Londres qui s'élevaient au loin. Chacun d'eux savait, leur chef risquait sa tête en entrant dans les domaines de celles qui avaient tenté pendant des années de briser les clans irlandais. Mais Grace n'avait pas le choix. Dans les prisons du gouverneur anglais, ses fils languissaient. Ce moment est le point culminant d'une vie qui ne s'inscrivait dans aucun cadre établi pour une femme du XVIe siècle. L'histoire de Grace O'Malley a commencé loin d'ici, sur les rivages balayés par le vent de la baie de Clew, dans le comté de Mayo, où les châteaux en pierre du clan O'Malley s'élevaient au-dessus des vagues grises de l'océan Atlantique. Elle est née vers 1530, lorsque Henri VIII régnait sur l'Angleterre et portait le titre de Lord d'Irlande. À cette époque, les terres irlandaises n'étaient pas encore entièrement soumises à la couronne. Les clans gaéliques vivaient selon leurs propres lois, appelées Bréons, qui accordaient aux femmes beaucoup plus de droits que le droit commun anglais. Le père de Grace, Owen Dubhdara O'Malley, le chêne noir, comme se traduisait son surnom, était le chef du clan contrôlant la côte sud de la baie de Clew. La devise de la famille disait en latin « puissant sur terre et sur mer ». Et ce n'était pas une vaine fanfaronnade. Le clan O'Malley était inhabituel pour l'Irlande. La plupart des seigneurs gaéliques vivaient de la terre. Ils élevaient du bétail, percevaient des redevances en grains et en huile auprès des locataires. Mais les O'Malley étaient un peuple maritime. Leur richesse provenait du commerce, de la pêche et de ce que les Anglais appelaient la piraterie, que les O'Malley considéraient comme un droit légitime de percevoir des droits de passage de ceux qui pêchaient ou passaient avec des marchandises dans leurs eaux. Les galères du clan circulaient entre l'Irlande et l'Espagne, transportant des barils de poissons salés, des peaux de martre, des laines de mouton et des peaux de vache en échange de fer, d'armes et de vin. Les châteaux des O'Malley, sur l'île de Clare, à Rockfleet, Kilcavane, Doune, étaient tous tournés vers la mer, comme des gardiens de pierre des côtes. Grace était la seule fille d'Owen et de sa femme Margaret, également issue de la branche O'Malley. Elle avait un demi-frère, mais son père semblait l'élever non pas comme une fille destinée uniquement au mariage et aux travaux d'aiguille, mais comme un héritier. Elle a reçu une éducation, ce qui était rare pour les filles de son époque. Elle a appris à lire et à écrire à l'abbaye de l'île de Clare, parlait couramment le latin, la langue du commerce et de la diplomatie. Mais elle aimait par-dessus tout la mer. La légende dit qu'un jour, la jeune Grace a voulu partir avec son père en expédition commerciale en Espagne. Sa mère a interdit cela. Ses longs cheveux s'en mêleraient dans les cordages, c'est dangereux. Alors la fille a coupé ses cheveux presque à ras et est venue voir son père avec un défi dans les yeux. Owen n'a pas pu refuser. C'est ainsi qu'elle a reçu le surnom de Gragne Mahol, Gragne la Chauve, qui s'est transformée en Granuelle. Les historiens débattent de la véracité de cela ou si le surnom vient simplement du nom de la région d'Oomhole, qui était possédée par les O'Malley. Mais l'image de la fille aux cheveux coupés, se tenant sur le pont de la galère, transmet trop précisément le caractère de celle qu'elle deviendra. Grace a grandi sur des navires. Elle a appris à lire le vent et les vagues, à nouer des nœuds marins, à commander des matelots.
La mer l'a imprégné. Le sel s'est incrusté dans sa peau. Les cris des mouettes sont devenus plus familiers que les cloches de l'église. Elle savait comment contourner les rochers près d'Achille, où se trouvaient les meilleurs endroits pour tendre des embuscades aux navires marchands. Quels capitaines des navires espagnols étaient généreux en pots de vin et lesquels étaient avares. C'était une époque où la frontière entre marchands, mercenaires et pirates était aussi fine que du parchemin. O'Malley s'occupait de tout un peu. Il transportait des cargaisons, faisait passer des mercenaires écossais au service des seigneurs irlandais, prenait des tributs aux pêcheurs et parfois pillait des navires étrangers. C'était leur moyen de survie dans un monde où la force valait plus que la loi. En 1546, lorsque Grace avait 15 ans, elle fut mariée à Donald O'Flaherty, fils du chef du clan O'Flaherty de Connemara. C'était une alliance politique entre deux familles influentes de l'ouest de l'Irlande. Grace déménagea au château de Bunowen, sur la côte près de Ballynakill, dans le comté de Galway. Le mariage lui apporta 3 enfants, les fils Owen et Murrow, et la fille Margaret. Mais Grace ne devint pas une épouse soumise, assise à son rouet. Dans l'entreprise de son mari, elle perfectionnait l'art de l'abordage, commandait des hommes lors d'affrontements avec des clans voisins. À cette époque, au milieu du siècle, l'Irlande commençait à changer. En 1541, Henri VIII prit le titre de roi d'Irlande, et non simplement de seigneur. La politique de soumission et de concession a commencé, se rendre et régenter. La couronne anglaise exigeait des chefs gaéliques qu'ils renoncent à leurs terres, reconnaissent l'autorité d'Henri, acceptent le protestantisme, et alors les terres seraient restituées avec des titres anglais. Beaucoup acceptèrent, environ 40 seigneurs d'ici 1547. Mais cela signifiait la fin du système traditionnel, où le chef était élu par le clan, où les lois de Bréon étaient appliquées, où les femmes pouvaient posséder des biens et divorcer. Le nouveau système introduisait le droit anglais de primogéniture, dépouillait les femmes de leurs droits et détruisait la structure clanique. En 1565, le mari de Grace, Donald O'Flaherty, fut tué en embuscade lors d'une chasse dans les collines près du lac Loch Corrib. C'était une partie d'une longue rivalité entre le clan O'Flaherty et le clan Joyce pour le contrôle du château de Chicken sur le même lac. Les Joyce pensaient que la veuve ne résisterait pas et se sont dirigés pour capturer la forteresse. Ils se sont trompés. Grace, qui avait 23 ans, a rassemblé des gens et a écrasé les assaillants. Elle a prouvé qu'elle pouvait être non seulement la femme d'un guerrier, mais un guerrier elle-même. Après la mort de Donald, Grace aurait pu retourner dans le clan de son père, c'est ce que faisaient de nombreuses veuves. Mais elle a agi différemment. Elle est retournée sur les terres natales des O'Malley, mais pas en tant que fille cherchant protection, mais en tant que leader. Elle avait à ses côtés une troupe de gens dévoués, des navires, la réputation d'une femme qui ne recule pas. Elle a établi sa résidence sur l'île de Clare, dans le château où elle avait étudié dans son enfance. L'endroit a été choisi stratégiquement. L'île contrôlait l'entrée de la baie de Clew Bay et de la tour du château, tous les navires passants étaient visibles. Les historiens ont conservé le récit de la façon dont Grace a pris un amant, un marin naufragé. Le roman n'a pas duré longtemps. Il a été tué par des membres du clan MacMahon de Ballyvoy. Grace n'a pas choisi de le pleurer en silence. Elle a rassemblé une flotte, a attaqué la forteresse des MacMahon, le château de Doona dans la baie de Blacksod et sur l'île de Caher, elle a éliminé les meurtriers de son bien-aimé. Ce n'était pas simplement une vengeance, c'était une déclaration. Je décide moi-même qui aimer et je punis ceux qui touchent à mes gens. En 1566, Grace s'est mariée une 2e fois, avec Richard Burke, surnommé Dick Lyron, du puissant clan Burke. Selon une version, ils se sont mariés selon la vieille loi irlandaise pour 1 an exactement, un mariage qui peut être annulé après 1 an. Grace aurait fait cela en criant par la fenêtre du château de Rockfleet « Richard Burke, je te rejette !» Mais dans les documents anglais, ils sont restés mariés. Ce mariage a apporté à Grace le contrôle du château de Rockfleet dans la baie de Clew et un fils cadet, Thibaut, surnommé Toby le Marin ou Thibaut le Long.
Il existe une légende sur la naissance de Tibbot. Il semblerait que Grace l'ait donné naissance sur un navire pendant la traversée, et le lendemain, sa galère a été attaquée par des pirates algériens. Le capitaine est accouru dans la cabine où elle se trouvait avec le nouveau-né et a dit qu'il ne pouvait pas se défendre. Grace s'est levée du lit, est sortie sur le pont et a pris la tête de la défense, criant à ses hommes « Ne pouvez-vous pas vous défendre un jour sans moi ?» Les historiens ont trouvé ce récit dans le folklore, mais il est également mentionné dans des documents modernes sur Grace en anglais, ce qui suggère, peut-être, qu'il y a une part de vérité. Ou bien les fonctionnaires anglais avaient aussi entendu cette histoire des Irlandais eux-mêmes et l'ont enregistrée comme un fait. À l'année 1570, Grace O'Malley était déjà connue sur toute la côte ouest de l'Irlande. Elle avait une flotte, les estimations varient de 5 à 20 navires, mais la plupart des historiens s'accordent à dire qu'elle commandait environ une douzaine de galères. C'étaient de petits navires rapides, propulsés par des rames et des voiles, idéaux pour naviguer le long des côtes, mais inadaptés à l'océan ouvert. L'équipage de ces navires comptait environ 200 combattants. Elle commerçait, percevait des tributs, était engagée pour transporter des marchandises et des guerriers, et parfois pillait des navires. Elle possédait plusieurs châteaux, des troupeaux de bétail, selon certaines sources, environ 1000 têtes. C'était une petite empire maritime. Mais le monde autour d'elle s'effondrait. La reine d'Angleterre, Élisabeth Ière, montée sur le trône en 1558, intensifiait la conquête de l'Irlande. Elle craignait que l'Espagne ou le pape, qui l'avait excommuniée, n'utilise l'Irlande comme porte arrière pour envahir l'Angleterre. Un vieux proverbe disait « Qui veut conquérir l'Angleterre doit commencer par l'Irlande ». Élisabeth a commencé une politique de plantation, la confiscation des terres et leur peuplement par des colons anglais. Les clans gaéliques résistaient. Des révoltes éclataient, les rébellions de Desmond en 1569, 73 et 79, 83, plus tard, la guerre de 9 ans. Grace naviguait dans ce chaos avec une étonnante agilité. Elle n'était pas une combattante idéologique pour l'indépendance de l'Irlande. Ce concept n'existait pas encore. L'Irlande gaélique était fragmentée en dizaines de clans rivaux, chacun s'occupant de ses propres intérêts. Grace se souciait de son clan, de son peuple, de ses terres. Elle formait des alliances avec ceux qui étaient plus forts à ce moment-là, avec les gouverneurs anglais, avec les seigneurs irlandais, avec des mercenaires écossais. Mais elle n'a jamais baissé la tête. En 1577, lors d'un raid de pillage vers le sud à Limerick, Grace fut capturée. Elle fut d'abord emprisonnée à Limerick, puis transférée au château de Dublin, un endroit d'où peu de gens sortaient vivants. C'était une prison pour les ennemis les plus dangereux de la couronne. Mais en l'an 1579, Grace a été libérée. Comment elle a réussi à obtenir sa liberté, c'est inconnu. Peut-être a-t-elle fait des promesses qu'elle n'avait pas l'intention de tenir? Peut-être a-t-elle soudoyé les bonnes personnes? Peut-être que les autorités anglaises ont décidé qu'elle était plus utile en liberté en tant qu'allié potentiel contre d'autres seigneurs irlandais. Le plus dangereux ennemi de Grace est devenu Sir Richard Bingham, nommé gouverneur du Connaught en 1584. Bingham était un homme cruel et implacable. Il disait « On ne peut jamais apprivoiser les Irlandais par des mots, seulement par l'épée ». Il a introduit ce qu'on appelle la composition du Connaught, un système qui privait les seigneurs gaéliques du droit de maintenir des armées de mercenaires, les obligeait à payer des impôts à la couronne anglaise et à se soumettre aux lois anglaises. Pour des personnes comme Grace, cela signifiait la fin d'un mode de vie habituel. Bingham appelait Grace la nourrice de tous les soulèvements dans la province depuis 40 ans. Un autre fonctionnaire anglais l'a décrite comme la femme la plus scandaleusement célèbre de toutes les côtes d'Irlande. Sir Philip Sidney, poète et courtisan d'Élisabeth, qui a visité l'Irlande en 1577, aurait été charmé par la conversation avec Grace. Elle était une légende de son vivant, et une légende qui effrayait les Anglais. Bingham a commencé une offensive systématique.
Il a tué le fils aîné de Grace, Owen. Elle avait confisqué son bétail et ses chevaux, la base de sa richesse. Elle a établi une garnison anglaise dans son château de Rockfleet, sur la côte de la baie de Clew. Elle a arrêté son fils cadet Tibot et son beau-fils Murrow O'Flaherty, ainsi que son demi-frère Donald Napipa, Donald Duddock. L'accusation était traditionnelle: incitation à la révolte, trahison envers la couronne. La punition pour trahison était unique: la mort. Grace avait environ 63 ans. Elle avait survécu à des tempêtes, des batailles, des prisons, la perte de proches. Mais la perte d'un autre fils, c'était trop. Elle n'avait plus d'armée pour combattre Bingham. La flotte avait été dispersée. Les terres avaient été confisquées. Elle se retrouvait au bord de la pauvreté. Mais il lui restait une arme: la diplomatie. Au printemps de 1593, Grace O'Malley prit une décision qui semblait folle. Elle décida de se rendre à Londres et de rencontrer la reine d'Angleterre en personne. Au-dessus des têtes de tous les gouverneurs, fonctionnaires, militaires, directement à la source du pouvoir. C'était une aventure: naviguer autour de la côte sud de l'Irlande, à travers le détroit de Douvres, en remontant la Tamise, en passant devant des navires anglais et espagnols hostiles, jusqu'au cœur d'un État qui tentait de détruire sa paix. Mais elle a navigué. Sa motivation était claire pour chaque mère: sauver la vie de son enfant. En juillet 1593, Grace est arrivée à Londres. Elle ne pouvait pas simplement se présenter au palais. Il fallait passer par les canaux de la bureaucratie de la cour des Tudors. Elle a obtenu le soutien de Thomas Butler, 10e comte d'Ormonde, cousin de la reine, qui lui a donné une lettre de recommandation au Lord Burleigh, secrétaire de la reine. Grace a soumis une pétition. Le Conseil royal lui a envoyé 18 questions sur sa vie, sa famille, sa carrière, sur les lois gaéliques, sur la condition des femmes dans la société irlandaise. Grace a répondu avec prudence, mais de manière suffisamment intrigante pour éveiller la curiosité d'Élisabeth. Elle s'est présentée non pas comme une pirate et une rebelle, mais comme une victime de l'injustice d'un gouverneur cruel. Elle affirmait que la piraterie était le seul moyen de survivre après que Bingham lui ait enlevé tous ses moyens de subsistance. Elle écrivait que ses actions étaient forcées et que son traitement était illégal et cruel. Malgré toutes les accusations, malgré les protestations de Bingham, qui était furieux à l'idée même de cette rencontre, Élisabeth accepta de recevoir Grace. En septembre 1593, une rencontre entre les deux reines eut lieu au palais de Greenwich. Les détails de la conversation ne sont pas conservés. On sait qu'elles ont parlé longtemps. Selon certaines sources, elles discutaient en latin, car Grace ne parlait pas anglais et Élisabeth ne parlait pas irlandais. Selon d'autres, en anglais, ce qui est peu probable compte tenu des origines de Grace. Élisabeth avait 60 ans, Grace en avait 63. Toutes deux étaient des femmes qui avaient pris le pouvoir dans un monde dominé par les hommes. Toutes deux étaient des leaders grâce à leur volonté de faire, leur ruse et leur capacité à survivre. Il existe une légende selon laquelle, lorsque Grace éternua, on lui présenta un mouchoir brodé d'Élisabeth. Grace, ne comprenant pas la coutume anglaise de conserver un mouchoir usagé, le jeta dans le feu de la cheminée. Les courtisans restèrent figés d'horreur. Mais Élisabeth éclata de rire. Que ce soit vrai ou faux, cela reste inconnu. Une autre légende affirme que les gardes trouvèrent un poignard chez Grace, et elle expliqua qu'elle le portait pour sa protection, et Élisabeth accepta cette explication. Ce qui est certain, c'est que la rencontre fut fructueuse pour Grace. Élisabeth satisfit toutes ses demandes à une condition. Grace devait cesser toutes actions rebelles contre la couronne. La reine ordonna à Bingham de rendre les terres et de libérer les fils. En réponse, Grace promit de mettre ses navires et ses hommes au service de la couronne anglaise. Un document confirmant cet accord fut signé.
Mais le triomphe fut de courte durée. Bingham sabota l'exécution des ordres de la reine. Tibbot fut libéré, mais à contre-cœur. Les terres ne furent pas entièrement restituées. En 1595, Grace envoya 2 fois des pétitions au secrétaire de la reine, suppliant de l'aide et se plaignant de l'injustice persistante. Aucune réponse ne suivit. Élisabeth était occupée par des affaires plus urgentes. La révolte du comte de Tyrone, Hugh O'Neill, qui menaçait de balayer la domination anglaise en Irlande. Finalement, Bingham fut rappelé et emprisonné à la Tour de Londres, où il mourut. Mais à ce moment-là, l'Irlande était en guerre. Grace et son fils Tibbot se trouvèrent face à un choix: soutenir O'Neill et d'autres seigneurs irlandais dans leur lutte contre l'Angleterre, ou rester fidèles à l'accord avec Élisabeth. En 1597, Tibbot na Long conclut un accord avantageux avec le nouveau vice-roi anglais, Sir Conyers Clifford. Il reçut de l'argent pour ses services, 200 livres pour lui, sa mère et son demi-frère. La dernière mention officielle de Grace O'Malley date de 1601. Le capitaine d'un navire de guerre anglais a signalé une brève collision avec une galère à 30 rames, à bord de laquelle se trouvaient environ 100 bons tireurs. Le capitaine a noté « Cette galère vient du Connaught et appartient à Grace O'Malley. » Elle avait alors 71 ans et commandait encore le navire au combat. Grace O'Malley est morte, selon la plupart des historiens, en 1603, au château de Rockfleet, la même année que la reine Élisabeth Ière. La date et le lieu exact de sa mort sont inconnus, car les chroniques irlandaises contemporaines la mentionnaient à peine. Les chroniqueurs irlandais de cette époque étaient des moines, et une femme guerrière, une femme capitaine, une femme qui mettait des enfants au monde et commandait une flotte, ne correspondait pas à leur vision de ce que devait être l'histoire. Elle a probablement été enterrée dans l'abbaye de l'île de Clare, là où elle avait appris à lire et à écrire enfant. Après sa mort, la mémoire de Grace O'Malley a été effacée de l'histoire officielle. Les générations suivantes d'historiens irlandais ont voulu représenter les femmes gaéliques comme des patriotes, des catholiques pieux, des bienfaitrices. Grace O'Malley ne correspondait pas à cette image. Elle défiait les conventions sociales, religieuses et politiques. Elle ne se battait pas pour une Irlande unie, une telle idée n'existait pas à l'époque. Elle se battait pour sa famille, son clan, son droit à vivre selon ses propres règles. Elle faisait des compromis avec les Anglais quand cela était avantageux et se battait contre eux quand il n'y avait pas d'autre choix. Elle était une figure complexe et contradictoire qui ne s'inscrivait pas dans des récits héroïques simples. C'est pourquoi elle a été effacée des manuels d'histoire. Mais la mémoire populaire s'est révélée plus forte que l'académique. Dans le folklore de l'ouest de l'Irlande, Grace O'Malley est devenue une légende, Grainne-Mweol, la reine de la mer, qui viendra de la mer avec des guerriers irlandais et chassera les Anglais. Son nom était utilisé pour effrayer les enfants et inspirer les lutteurs pour l'indépendance. Des ballades à son sujet se transmettaient de bouche à oreille. Sans les documents d'État anglais, pétitions, rapports d'espions, lettres de gouverneurs, les détails de sa vie auraient été perdus à jamais. L'ironie est que ce sont justement ses ennemis qui ont préservé son histoire pour les générations futures. Qui était vraiment cette femme? Les documents dressent le portrait d'une personne d'un courage et d'une ruse rares. Elle était une politicienne intelligente, sinon elle n'aurait pas pu survivre dans la toile de la politique tudorienne. Elle était une navigatrice et une chef militaire expérimentée, sinon elle n'aurait pas pu maintenir le contrôle de la flotte et des terres pendant des décennies. Elle était une mère aimante, sinon elle n'aurait pas risqué sa vie en se rendant à Londres pour sauver son fils. Mais elle était aussi cruelle. La vengeance contre le clan MacMahon, les meurtres d'ennemis, les pillages de navires n'étaient pas des exploits romantiques, mais des actes sanglants. Ses contemporains anglais la qualifiaient de pirate,
de rebelle, de femme qui avait imprudemment dépassé le rôle de la féminité. Mais il reconnaissait aussi sa force. Bingham, son ennemi juré, écrivait qu'elle était la nourrice de toutes les rébellions dans la province pendant 40 ans. C'était une accusation, mais aussi une reconnaissance. Pendant 40 ans, elle a été une force avec laquelle il fallait compter. Grace O'Malley a vécu à une époque charnière. À sa naissance, l'Irlande était une mosaïque de clans gaéliques indépendants, vivant selon des lois anciennes, où les femmes pouvaient hériter des biens, divorcer, posséder des terres au même titre que les hommes. À sa mort, ce système avait été détruit. Le droit anglais, la langue anglaise, la religion anglaise avaient remplacé le monde gaélique. Les clans avaient été brisés, les terres confisquées, les anciennes lois déclarées barbares. Dans ce chaos, Grace ne se battait pas pour une liberté abstraite de l'Irlande, mais pour quelque chose de concret. Pour le droit de sa famille à vivre sur sa terre, à naviguer sur sa mer, à vivre selon ses propres règles. Elle n'était pas une sainte. Elle n'était pas une héroïne nationale au sens moderne. Mais elle était une survivante, une combattante, une femme qui a refusé de baisser la tête. La signification de sa vie ne réside pas dans le fait qu'elle a gagné. Elle n'a pas gagné. La conquête anglaise s'est accomplie. L'Irlande gaélique est tombée. Les châteaux O'Malley sont passés à d'autres propriétaires. Mais l'importance réside dans le fait qu'elle a lutté. À une époque où l'on attendait de la femme qu'elle soit soumise, elle commandait une flotte. Dans un monde où la force décidait de tout, elle a vécu jusqu'à 73 ans et est morte dans son château, et non sur la potence ou en prison. Elle a rencontré la reine d'Angleterre, non pas en tant que suppliante, mais en tant qu'égale. Elle a forcé les hommes les plus puissants de son temps à la respecter. Sur le blason du clan O'Malley, il y avait la devise « Puissant sur terre et sur mer ». Grace O'Malley a prouvé que ces mots n'étaient pas de vains discours. Elle était la reine de la mer, dans un monde qui pensait qu'une femme ne pouvait être reine que de son foyer. Et la mer se souvient d'elle jusqu'à présent. Dans le bruit des vagues au large de Clew Bay, dans les ruines des châteaux tournés vers l'Atlantique, dans les légendes qui se racontent encore en Irlande occidentale, lorsque le vent hurle au-dessus de l'eau et que les galères se sont depuis longtemps transformées en bois pourri, mais le nom de Gráinne Maol, Grace O'Malley, la reine des pirates, capitaine, mère, combattante, vit.